Yo mes petits renards araignées, comme on se retrouve enfin, j'ai envie de vous dire, en facecam classique pour faire une vidéo que je devais faire depuis plus d'une semaine, parce que j'ai mis un petit moment à lire les livres dont je vais parler, et en plus, parce que du coup j'en ai lu 7 en 2 semaines, même un petit peu moins, genre 7 en une semaine et demie. Il y a des livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, je parle de temps en temps de livres, et si vous arrivez sur cette chaîne grâce au compte interdit, déjà merci. Ensuite, on va faire une schlaglist de tous les comptes interdits que j'ai lus. Qu'est-ce qu'une schlaglist? C'est une tier list, sauf que c'est fait comme une schlag, parce que j'ai pas spécialement de setup à mettre sur mon PC, j'ai pas spécialement envie de faire une capture d'écran. Du coup, j'ai mis mes petits tiers sur ma table qui est juste en face de moi, et en fait ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter absolument tous les comptes interdits que j'ai lus. J'en ai lu 13 en tout, et ça c'est l'ordre dans lequel je les ai lus. Putain, c'est lourd. C'est super lourd. Alors, c'est absolument tous les comptes interdits que j'ai lus, et du coup je voulais faire une petite schlaglist pour en fait faire un genre de bilan. Parce que, alors, de ce que j'ai compris, il y a environ, il doit y avoir environ une quarantaine de comptes interdits. Mais du coup, je pense que j'ai un panel assez large déjà, et je voulais vous faire une petite vidéo parce que, comme ça permet de faire un petit compte rendu des dernières lectures. Alors, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai commencé à lire. Je pense que ça doit faire plus 1 an et demi d'ailleurs qu'autre chose, que j'ai commencé à lire les comptes interdits. Et donc, je voulais faire un petit retour d'expérience parce que c'est une série, comme vous le savez, que j'aime bien, et que j'avais envie de vous présenter tout bêtement. Comme ça va me permettre de présenter l'ensemble des comptes interdits que j'ai lus, donner mon avis sur les 7 derniers que j'ai lus. Alors 7 ou 8, je sais plus, parce qu'en fait l'année dernière pour mon anniversaire on m'en a offert 5, et je les avais toujours pas lus. Du coup j'ai décidé de tous les lire d'un coup, et je m'en suis acheté 3. Ça fait 9. Donc j'en ai acheté très exactement 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai acheté 8 et on m'en a offert 5, ça fait 13. Voilà, on va pouvoir commencer. Je vais faire très court, je vais faire court et concis, comme ça je vous emmerde pas pendant 3 heures, et la vidéo fait... Je vais normalement essayer d'en faire une vidéo de moins d'une... Allez, on va dire moins d'1 heure, moins de 40 minutes. On va essayer dans ces eaux-là, entre 40 minutes et 50 minutes, ça devrait le faire, parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire sur certains, qu'elles soient en positif ou en négatif. Alors attention, je tiens à faire un disclaimer, il y a des comptes interdits que je n'ai vraiment pas appréciés, que j'ai pas aimé, mais c'est absolument pas contre leurs auteurs. Je sais que écrire un livre, c'est très difficile, j'en sais quelque chose, je l'ai déjà fait, et je vais le refaire, et je suis en train de le refaire. Enfin, écrire c'est long, écrire c'est difficile, et je veux absolument pas dénigrer les auteurs dont je vais parler. C'est juste que leur travail ne m'a pas plu. Voilà, c'est pas une insulte envers les auteurs dont je vais parler. C'est un point de vue, et chacun a le droit d'avoir son point de vue. Chacun peut le justifier, et en fait je vais en justifier en long, en large et en travers. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais présenter chacun des livres un par un, et qu'ensuite je vais les classer sur ma table, et qu'ensuite je vous ferai un plan d'ensemble de la table. Comme ça, vous verrez en fait à peu près où on se situe, et vous verrez la schlaglist sur la table. Voilà. Ah oui, et un tout dernier truc aussi, j'ai un carnet de lecture maintenant. Je vais pouvoir faire des vidéos un petit peu plus construites et un petit peu plus concises, parce que justement j'avais pas de carnet de lecture quand j'ai commencé les lectures de manière sérieuse, quand j'ai recommencé la lecture de manière sérieuse l'année dernière, ou il y a 1 an et demi plutôt, j'avais pas ce petit outil absolument indispensable. Du coup, j'avais, comment dire, je vous bombardais d'informations qui se répétaient et qui étaient pas forcément très très intéressantes, pour donner un avis qui au final est peut-être pas si constructif que ça. Donc là ça va me permettre quand même de faire beaucoup plus concis. Je vais regarder mes notes, et je vais consigner absolument tout ce que j'ai à vous. Commençons. Le premier que j'ai lu, c'était en... Attention. Le premier que j'ai lu, c'était en septembre-octobre 2023, c'était Pinocchio de Maud Royer. Alors Pinocchio,
ben, il se classe plutôt bien. Je vais le mettre vers le milieu de la checklist, c'est-à-dire en catégorie pas mal. Ce que j'avais dit sur Pinocchio, vous pourrez le retrouver sur la vidéo que j'avais fait à l'époque, en septembre-octobre 2023. Et c'était un bon démarrage, c'était mon tout premier compte interdit. Je l'ai trouvé complètement au hasard dans une librairie où je vais parfois, où ils vendent des livres un petit peu moins chers, neufs et d'occasion. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer parce que ça a l'air vraiment sympa. Et c'est Pinocchio qui m'a donné envie de démarrer cette série de livres. Du coup merci Pinocchio, j'ai envie de dire. Alors c'était un livre qui est franchement très intéressant parce que du coup il est ni bon ni mauvais, on va dire. Il se classe au milieu. Parce que il est ok en fait en termes d'écriture. J'ai trouvé que le style d'écriture était pas mauvais. C'était plutôt fluide, je l'ai lu très très vite. Maud Royer, elle écrit parmi les plus longs contes interdits que j'ai pu lire, c'est-à-dire des contes interdits qui font plus de 200 pages, ce qui est très rare. Par exemple, Le Magicien d'Oz fait plus de 300 pages. Je crois que c'est le plus long en fait. Et du coup, voilà, c'était un excellent démarrage. On a un personnage principal qui est absolument détestable et dont on se doute qu'il a vécu des choses horribles, mais ça ajoute quelque chose, quoi. Ça m'a plu parce que, en fait, quoi de mieux pour démarrer que de voir un peu un conte interdit qui est au milieu de la liste et qui du coup est parfaitement dans les clous de ce à quoi on peut s'attendre. Du coup. Donc très bon démarrage et franchement pas mauvais. Et je le mets au milieu de la liste, c'est-à-dire en catégorie pas mal. Suivant. Le suivant que j'ai lu, c'était Ali Baba et les 40 voleurs de L.P. Sicard. Alors clairement, si je devais faire un top 5, je pense que celui-là il serait 4ème. Parce que du coup il y en a d'autres qui sont venus s'ajouter après. Et alors je pourrais le mettre en très bien, je pense. Parce que du coup j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu en une nuit. Et après j'en ai démarré d'autres à côté. Donc après j'ai plus exactement l'ordre exact dans lequel je les ai lus. J'ai dû lire... soit j'ai lu Le Magicien d'Oz, soit j'ai lu Peter Pan après. Mais en fait... ils sont pas très très loin les uns des autres, du coup, en fait, je pense qu'ils sont à peu près dans le même ordre d'idées parce que je les ai enchaînés très vite. J'ai dû en enchaîner 4 assez rapidement. Puis après, j'ai mis un petit moment à lire Blanche-Neige parce que j'avais lu d'autres choses, bref. Ali Baba, c'était le second et c'est franchement un bon livre. Je l'ai classé en catégorie Rape and Revenge, ce qui est un spoil en soi, mais pas vraiment. Parce que je vous ai tout et rien dit, en fait. Faut le lire pour comprendre. Mais voilà, on a un récit qui est très court, très efficace, qui se prend pas la tête et qui passe pas par 4000 chemins. Il fait moins de 200 pages, si j'ai bien noté, il fait 200... Alors attendez, Ali Baba, il fait 216 pages. Il est très court, donc je le classe en catégorie très bien, dans ma schlaglist. Ali Baba, ouais ça va, il se classe très très bien. Et en fait, oui, je pense que c'est un conte interdit court, efficace et qui passe pas par 4000 chemins, qui ressemble un peu à Destination Finale sur certains points, qui a une vraie qualité narrative dans le sens où on a envie de savoir la suite, on a envie de voir où ça va mener, même si à un certain point, on sait exactement où veut en venir Louis-Pierre Sicard. Donc, ça m'a bien plu et du coup, j'avais vraiment envie de continuer la série. Et ce que j'ai noté, et ce que j'ai probablement déjà dit dans ma vidéo précédente, enfin dans la première vidéo sur les livres, ouais c'est ça, j'avais présenté 3-4 contes interdits dans la première vidéo. En fait, ce qui m'a plu, c'est que du coup, j'ai pris les contes qui m'avaient le plus marqué quand j'étais petite. Donc ça veut dire les 5 premiers, hein, Magicien d'Oz, Pinocchio, Ali Baba et Peter Pan. Qui du coup ont eu un vrai impact en fait quand je les ai lus en conte interdit. Et justement c'était bien, ça m'a bien accroché dès le départ avec une certaine efficacité narrative quand même. Et ce personnage du coup d'Ali qui est quand même assez pitoyable au début, on a un peu pitié de lui, puis ensuite on commence à se dire que ce personnage va être monstrueux pendant le reste du récit. Et en fait, ça se lit exactement comme on regarde un bon film d'horreur, si vous voulez. Ce que j'avais déjà dit. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas apprécié les contes interdits parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'est que ma supposition à la con. Je pense qu'ils n'ont pas très bien compris le concept des contes interdits, dans le sens où ils s'attendent à lire du Edgar Allan Poe ou du Stephen King, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. On va pas dire que c'est de la mauvaise littérature, pas pour tous, mais en fait, il faut s'attendre à plus du divertissement qu'autre chose. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, je pense. Donc, on va passer au suivant. C'est une side note de ma part, mais je dénigre pas les gens qui ont pas aimé et je dénigre pas le travail des auteurs. C'est juste que moi, je m'attends pas à grand chose quand je lis un conte interdit. Je me mets dans un mood
comme si j'allais voir un bon film d'horreur, et ça me suffit largement. Suivant. Le suivant que j'avais lu, c'était Peter Pan de Simon Rousseau. Il va aller dans la catégorie je n'aime pas. Mais j'aime pas du tout. Je vous avais déjà parlé de Peter Pan en vidéo. Je pense que vous avez compris à peu près où je voulais en venir. Peter Pan, il est inutilement gore. Il est... Non, il est pas très intéressant. Dans le sens où, en fait, dans chaque conte interdit, j'avais l'impression qu'on essayait de me raconter quelque chose qui allait au-delà du conte originel. Qui essayait de s'en affranchir un petit peu. Par exemple, Pinocchio s'en affranchit pas mal. Parce que il y a les personnages du conte originel, on sait les situer, on sait situer l'histoire du conte originel, mais on nous raconte tout autre chose en fait. On nous raconte un univers qui est glauque, qui est contemporain, qui se passe dans le Québec contemporain, avec des enjeux qui sont vraiment pas du tout les mêmes. Par exemple, dans Pinocchio, Patrick ne veut pas devenir un vrai petit garçon. Patrick survit à quelque chose de grave. Et enfin, voilà, ça raconte une histoire qui n'a rien à voir, mais qui s'en inspire. Peter Pan, ça raconte peu ou prou le conte originel, avec les personnages du conte originel qu'on arrive parfaitement à situer. Mais en fait, mon problème avec Peter Pan, c'est que c'est trop gore pour rien. Voilà, je vous l'ai déjà dit de toute façon. Mais j'ai eu beaucoup de mal à le finir, alors qu'il est pas très long. Il fait 238 pages. Et c'est... en fait, ça a été long et difficile de le finir, parce que pour moi, il y a des détails scabreux qui sont pas nécessaires. C'est pas... Non, c'était pas nécessaire. Je suis désolée, c'était pas nécessaire. Il y a des choses qui m'ont fait m'empêcher carrément de l'apprécier, qui est principalement le personnage principal, Hook, qui pour moi était juste chiant. Par moments, c'était chiant. De le suivre, c'était chiant parce que c'est pas quelqu'un que j'apprécie, Hook, en fait. Et en plus, je trouve qu'il a pris des décisions vraiment connes. Je suis navrée, mais le personnage, parfois, je me disais qu'il était bête, qu'il allait se jeter seul dans la gueule du loup, et en fait, la fin, je me suis dit, frérot, tu l'as pas cherché, mais quelque part, si t'as pris des décisions aussi bêtes, ça m'étonne pas que tu te retrouves dans une situation pareille. Donc, dommage pour lui, enfin, dommage pour Hook, mais voilà, j'avais pas d'empathie envers lui. Déjà, j'ai un problème aussi, c'est que dans Pinocchio, j'avais absolument aucune empathie pour Patrick, mais le récit était bien fait. Du coup, j'avais vraiment envie de poursuivre pour voir ce qui allait se passer à la fin et jusqu'où le personnage serait capable d'aller. Là, c'était l'inverse. Je sentais qu'on essayait de m'attacher à ce personnage, peut-être que c'était pas du tout le but recherché d'ailleurs, mais je sentais qu'on essayait un petit peu de m'attacher à Hook, mais j'y arrivais pas. J'arrivais pas à m'attacher à Hook, j'arrivais pas à m'attacher aux enfants, j'arrivais pas à m'attacher à quelques personnages que ce soit, parce que ils m'ont tous gonflé. Je pense que c'est ça mon problème. L'histoire était parfois bancale, les décisions du personnage principal n'ont pas de sens, ou alors sont bêtes, ce qui est très très dommage pour ce personnage, parce que t'es flic, ou alors t'étais censé être flic, tu fais une enquête, et paf, tu te fais avoir parce que tu prends toutes les pires décisions possibles. Non, Peter Pan, ça n'a pas marché sur moi. Alors, je sens qu'il y a un vrai travail, quand même. Je sens qu'il y a une vraie volonté d'essayer de réécrire le conte. Ça, c'est l'un de ses points forts, je dirais. Mais alors, pour tout le reste, je pense qu'on aurait pu savoir ce que Peter a vécu enfant sans en avoir les détails morbides et macabres et scabreux. J'avais pas envie de savoir ça. J'avais bien deviné qu'il avait subi des abus de nature sexuelle dans son enfance, et j'avais bien compris que sur cette île, il se passait des choses dégueulasses. Mais j'avais pas besoin des détails, en fait. Et ça m'a fait m'empêcher de l'apprécier. Parfois, alors, je considère que faire rire, c'est beaucoup plus difficile que faire peur, mais parfois, pour faire peur, il faut pas en montrer trop. Si on veut mettre mal à l'aise le spectateur, parfois ça peut être nécessaire de montrer des détails glauques, mais il faut appuyer sur les bons détails. Et en fait, dans mon premier livre, j'ai essayé à tout prix d'éviter ce genre d'exagération, en fait. Il y a des choses que je voulais montrer, que je voulais dire, mais que j'ai contourné le problème en mettant le détail qui tue, vous voyez, le détail qui va vous faire vous dire ok, il se passe probablement ça. Et parfois, suggérer dans l'horreur, c'est beaucoup plus important que montrer. Et là, on m'en a trop montré et j'ai pas accroché. C'est dommage parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient Peter Pan. J'aurais aimé apprécier Peter Pan, j'aurais aimé apprécier ce conte interdit, mais j'ai pas pu. Je suis désolée. Voilà, suivant.
le magicien d'Oz de Maud Royer. Je vais tourner la page de mon carnet. Hop là. Eh bien, on est clairement sur l'un de mes préférés. Ça, vous l'avez déjà vu. Je crois que sur mon top 5, il devrait être en 3e position. Parce que j'en ai un qui s'est greffé au dernier moment auquel je m'attendais pas. Magicien d'Oz, je vous en ai déjà parlé en vidéo. Ça parle de... Alors, c'est un livre choral. Il faut s'accrocher au début parce que vous allez être bombardé de personnages et de situations. Et vous allez vous dire, ah, j'ai pas très bien compris quel est le rapport. Mais le rapport, vous allez le trouver si vous poursuivez jusqu'au bout. Alors, c'est le plus long que j'ai lu. Il fait très exactement 325 pages. Il se classe dans les très bons. Je vais le mettre directement en très bon. Voilà. Alors, il est dans la Schlaglist. Il est positionné dans la Schlaglist en très bien. Voilà, c'est parfait. Il est en très bien et dans mon top, il est 3e. Alors, Magicien d'Oz, je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans ma première vidéo qui date septembre ou octobre 2023. Et je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai peut-être en fiche si j'ai la foi ou alors je vous la mettrai en description. Donc, Magicien d'Oz, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était le rapport mère-enfant qui est pas toujours très sain et qui fait une grosse part de tension dans le récit et qui marche très très bien, qui est crédible. Et aussi un détail que j'avais oublié, je vous ai fait des vidéos mais je m'étais pas renseignée au préalable et j'avais pas, j'avais mis mon avis brut. Et là, ce qu'il y a de différent par rapport aux autres vidéos, c'est que je fais mon avis en ayant un peu plus étudié le sujet et en ayant vu des vidéos d'autres personnes qui parlaient des contes interdits. Je suis tombée sur une chaîne québécoise où il y a un gars qui fait des reviews de contes interdits que j'avais bien apprécié. Et en fait, j'avais un détail dans le Magicien d'Oz qui m'était revenu justement parce qu'il en avait parlé. Il y a un des personnages principaux qu'on soupçonne à un moment alors c'est un polar, du coup je l'ai cassé dans la catégorie horreur polar parce que il y a des côtés thriller, il y a des côtés policiers, il y a des côtés enquête policière. Et en fait, ce qui fonctionnait bien, c'était aussi le côté très actuel du récit. Il date de 2022, ce livre, ouais c'est ça. Il date de 2022 et donc il y a des thèmes assez actuels, comme par exemple le personnage qui se déguise pour arnaquer d'autres personnes. Je l'ai trouvé assez bien, j'ai trouvé assez intéressant, parce qu'en plus, il a des raisons de faire ce qu'il fait. J'aime pas, moi, dans un récit, quand on me dit « Oh, ben en fait, il est méchant parce qu'on lui a volé son goûter quand il était petit. » Ça me gonfle. Mais par contre, là, c'était bien fait, dans le sens où on avait toute la relation mère-enfant qui est développée à un moment, et on comprend, en fait, pourquoi ce personnage se comporte comme ça. Et ça m'a touchée parce que, je vous l'avais dit, mais j'ai eu une relation très compliquée avec ma mère. Et ça a vraiment résonné très profondément en moi. Et du coup, je me dis, ouais, ok, il arnaque des gens, mais en fait, il sait pas qui il est. Il a un gros problème à savoir qui il est. Et du coup, il pense que tout lui est dû parce qu'il a souffert. Et il y a des moments, quand on souffre beaucoup, on pense que le monde entier nous est dû. Et ce qui est très malsain, il faut pas le faire. Mais voilà, il y a la souffrance qui aveugle un petit peu la vision du monde. Et on n'arrive plus à en sortir. Et moi, je trouvais ça très intéressant. Parce que du coup, le personnage, il est bloqué dedans. Il est bloqué dans on me doit tout parce que j'ai souffert. Et il est aussi bloqué dans le je prends ce que je veux. Je fais ce que je veux avec les gens. Et aussi, un truc très 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 sympa qui est un parallèle avec notre monde actuel. Qui était assez brillant parce qu'en plus il est glissé d'une manière très discrète, je trouve, dans le récit. C'est par exemple, à un moment, il y a un flic qui va interroger ce personnage pour X ou Y raison. Je vous spoil pas, je pense que je vous spoil absolument rien parce que il y a un nœud narratif dans le récit qui va vous faire douter. Alors, à un moment, il y a un flic qui va interroger ce personnage. Et il lui dit, quand même, on cherche quelqu'un qui change pas mal d'identité, et c'est quand même bizarre d'avoir des robes et des perruques dans votre cave, monsieur. Et il dit, ben quoi? J'ai pas le droit? C'est mal d'être différent? Vous avez un problème avec ça, monsieur le policier? Dans le sens, bah alors, on est homophobe, on est transphobe, on est machin. Et je sais plus exactement ce qui arrive au policier, mais je crois qu'il a des problèmes par rapport à ça à un moment dans le récit, et j'ai fait, bien joué, très bien joué. J'ai vu un parallèle avec le monde dans lequel on vit. On peut être d'accord ou pas avec ce parallèle, mais moi j'ai trouvé ça bien parce que du coup c'est glissé d'une manière assez discrète. C'est un petit commentaire sur la société dans laquelle on vit. Et je pense que, alors de ce que j'ai compris, au Québec c'est 10 fois pire que chez nous.
cette espèce de bien-pensance très excessive qu'on adore critiquer et qui nous gonfle et qui fait qu'il y a des gens outre-Atlantique qui sont virés de leur boulot parce qu'ils ont dit une phrase de travers, parce qu'ils ont fait une blague, etc. Alors, je vais distinguer quand même les gens qui sont des abrutis finis et les gens qui ont perdu leur job parce qu'ils ont fait une vanne mal interprétée. Voilà. On va se calmer, ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas, je suis pas en train de dire... je suis pas en train de dire « Ouais, les woke de merde » et tout. D'ailleurs, j'aime plus ce terme, je déteste le terme woke. Déjà parce qu'en français, il sonne complètement con. Et ensuite, parce que je préfère appeler ça le progressisme excessif. Voilà. Et donc, il y a une dénonciation assez maligne de ça dans le récit. Et c'est assez rare pour être souligné dans les contes interdits. Parce que Maud Royer, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'elle écrit, c'est qu'elle se permet d'avoir un propos qui lui est propre. Un style d'écriture qui est reconnaissable en fait. Et c'est pour ça que je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les conseils d'écriture. C'est ça qui est cool. Donc on en est à peine au 4e et je suis déjà à 18 minutes de vidéo, je pense que je suis pas rendue. Le suivant que j'avais lu, c'était Blanche-Neige de Louis-Pierre Sicard. Je vais le mettre en très bien dans ma schlaglist. C'est parti, je le mets directement en très bien et je vais aller à la petite papage de mon carnet d'écriture. Alors, Blanche-Neige, bon, il est extrêmement court. Louis-Pierre Sicard, il écrit des contes interdits très courts. Blanche-Neige fait partie de mes favoris aussi. Alors, il n'est pas dans le top 5, mais il est très bon. Parce que du coup, on a vraiment un point de vue qui est assez unique dans le récit. J'ai beaucoup aimé cette idée de prendre un personnage qui perd la boule et d'insister à fond sur ce qu'elle ressent, de brouiller la frontière entre le réel et la fiction, de brouiller la frontière vraiment qui existe dans notre tête, parce qu'on se dit, est-ce que ce qui lui arrive est vrai ou pas? Et une fois qu'on a compris la mécanique d'écriture, on se laisse complètement embarquer. Alors, j'ai vu des critiques mitigées sur Blanche-Neige, mais moi, personnellement, à titre perso, j'ai beaucoup aimé Blanche-Neige. Voilà. J'avais pas trop développé dans ma vidéo, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que du coup, on a un seul personnage. On suit un seul personnage, on décroche jamais de son point de vue, on est à fond avec elle, on est à fond en empathie. Elle s'appelle Émilie, d'ailleurs. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, la réinterprétation est assez libre, et Louis-Pierre Sicard se permet vraiment de prendre des détours, des chemins détournés, qui nous rappellent le conte. Par exemple, le moment où Blanche-Neige fuit dans la forêt et où elle a peur de la forêt. Je pense au dessin animé de Disney. Blanche-Neige s'enfuit dans la forêt, que la forêt l'effraie et que du coup cette forêt est monstrueuse et qu'on se dit mais est-ce qu'elle va arriver à destination, est-ce qu'elle va trouver un endroit tranquille, etc. Eh bien, là, on a un rappel de cette scène dans le Disney. Moi, j'ai vraiment pensé à cette scène quand j'ai lu le livre. Mais en fait, c'est le seul rappel clair, net et précis du conte et du Disney. Donc, c'est dire à quel point il y a une liberté littéraire qui est prise et du coup, on sent beaucoup plus le côté, la patte de poète aussi chez Louis-Pierre Sicard. La patte du poète qui s'exprime de manière détournée parfois, de manière pas très claire, de manière un peu cryptique. Mais justement, c'est, je dirais, le plus gros travail artistique que j'ai vu dans les contes interdits, c'est celui-là en fait. Parce qu'il y a une grosse liberté de ton, une grosse liberté d'écriture et une grosse liberté de forme qui est très rare en fait dans cette série de livres. Parce que là, sur tout ce dont je viens de vous parler, il y a des récits linéaires en fait. Il y a un début, un milieu et une fin. Mais là, non. Là, pas du tout. Et si vous avez, si vous avez rien compris à la fin, je pense que c'est normal. Parce que va falloir faire un petit effort pour le comprendre, celui-là. Il n'est pas évident à comprendre, je dirais. Par contre, si vous l'avez lu et que vous n'avez rien compris, allez voir la page Facebook de Louis-Pierre Sicard, il explique très très bien, tout seul, ce qu'il a voulu dire et ce qu'il a voulu faire avec Blanche-Neige. Et je trouve ça super. Alors, juste une side note, j'avais peur que mon micro n'ait plus de batterie, du coup je vais continuer cette vidéo sans micro. Le son va changer en plein milieu de la vidéo, je suis désolée. Suivant, on va, du coup, on aura fait absolument tous ceux que j'avais déjà fait en vidéo pour les autres vidéos sur les livres. Donc, le suivant, c'est La Belle et la Bête de Simon Rousseau. J'en avais parlé dans ma deuxième vidéo sur les livres, et je l'ai lu en... Il faudrait vraiment que je me prépare en fait avant de tourner. Je l'ai lu en mars-avril 2024. Donc ça fait partie des livres qu'on m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Du coup, c'est le seul que j'ai lu. C'est le seul que j'avais lu à l'époque. Je suis désolée les copains si vous regardez cette vidéo. C'est bon, j'ai tout lu. J'ai tout lu.
Mais oui, ils le savent déjà, mais voilà, je le dis quand même. Alors La Belle et la Bête, il était quand même vachement meilleur que Peter Pan. Faut savoir que c'est la suite de Peter Pan, et que il m'a quand même, comment dire, un peu plus diverti. Déjà, il est un petit peu plus court. Il fait 198 pages, il fait moins de 200 pages. Je vais le mettre en mais, ce qui est la catégorie juste au-dessus de je n'aime pas du tout. Parce qu'en fait, c'est un bon divertissement. Franchement, il n'y a pas de souci, c'est un très bon divertissement. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent l'apprécier, celui-là. Parce que en fait, c'est un huis clos, déjà. On a un point de vue beaucoup plus resserré et du coup, on a un récit qui est beaucoup plus court et efficace. J'ai vraiment pas fait exprès. Enfin, le pote qui m'a offert ça, ce livre, n'a absolument pas fait exprès de m'offrir celui-là. Il savait pas que c'était la suite de Peter Pan. Mais du coup, moi, j'étais en mode « Ah, je fais le lien avec Peter Pan, c'est beaucoup plus agréable à lire. » Alors, je l'ai mis en « mais », ça veut pas dire qu'il est mauvais. Là, pour le coup, je le trouve pas mauvais par rapport à Peter Pan. Il y a un récit beaucoup plus clair, beaucoup plus concis. Après, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo en question. Je vous la mettrai en fiche ou en description. Mais alors, sachant que Peter Pan m'a vraiment fait galérer, celui-là était beaucoup plus agréable. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, Simon Rousseau est capable de produire quelque chose d'un petit peu meilleur. Sans que ce soit vraiment dans mes préférés. Parce que je trouve qu'il est, il est en bas de la carte, quoi. Dans ma schlaglist, il est en bas de la carte. Mais ça veut pas dire que vous pourrez pas l'apprécier. Le récit en 2 parties aussi, ça c'est une structure que j'aime bien, parce qu'on va avoir le point de vue de quelqu'un pendant une partie, et le point de vue de quelqu'un d'autre pendant l'autre partie. Enfin là comment dire, là c'est le même personnage, mais qui raconte 2 versions d'une histoire différente. Et ça pour moi c'était plaisant, voilà. Suivant, parce que, alors, je m'excuse, mais pour La Belle et la Bête, j'avais déjà tout dit en vidéo, et en fait, je l'ai pas plus apprécié que ça, du coup, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Je l'ai mieux apprécié que Peter Pan, mais ça veut pas dire que c'est mes préférés. C'est comme ça. Je l'ai pas choisi. Suivant, qui est un autre qu'on m'a offert, La Belle au bois dormant. Mais Louis-Pierre Sicard, je t'aimais beaucoup, je vais te mettre en mai. Je vais le mettre en mai, celui-là, parce qu'en fait, il démarrait très très bien. J'étais un peu déçue. Je le mets en mai. Mais je suis ultra déçue de le mettre en mai. Parce qu'il commençait super bien. La première partie m'a grave embarqué. Alors, il est court en plus. Hein. Louis-Pierre Sicard, il fait du très court. Il fait 194 pages. Et pendant toute la première partie, j'étais hyper investie. Et je me disais, tiens, la relation mère-fille marche super bien. Parce que, alors, c'est l'histoire de... Alors, je vous en ai jamais parlé en vidéo. Donc, je vais vous en parler. C'est l'histoire d'une femme qui va accoucher d'un enfant et on lui apprend que cet enfant risque d'être mal formé ou risque d'avoir des déficits physiques. Et du coup, elle décide de tenter une opération expérimentale sur le fœtus pour que cet enfant soit sain à la naissance. Et donc, elle prend le risque. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a des choses vraiment étranges qui arrivent à sa petite fille. Et la petite fille, par exemple, se réveille à une heure précise toutes les nuits en faisant une terreur nocturne, mais toujours à la même heure. Et donc ça, je me suis dit, tiens, c'est très intéressant. J'ai vraiment envie de savoir la suite. Et en fait, à la deuxième partie, ça retombe. J'étais déçue. Parce que j'aurais aimé quelque chose de différent. Et j'ai l'impression de suivre un film d'horreur un peu passable, vous voyez. Avec une première partie, vraiment avec des personnages bien développés. Avec cette maman qui s'inquiète vraiment pour sa fille. Avec cette petite fille qui a des souvenirs qui ne sont pas les siens. Avec cette envie de savoir tout simplement et quand j'ai su j'étais genre ok, c'est tout, en plus la plume de Louis-Pierre Sicard je l'ai trouvée un peu décevante parce que j'étais habituée à mieux et c'est pas qu'il est mauvais, attention, je sais pas que je trouve que La Belle au bois dormant est très mauvais, pas du tout, mais justement c'était une déception. En ce qui me concerne, en ce qui concerne l'œuvre de Louis-Pierre Sicard sur l'ensemble des contes interdits, il a fait 10 fois mieux avant, et j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi c'était aussi... en fait, c'était plat. La première partie était vraiment super accrocheuse, et j'avais vraiment envie d'avoir la conclusion, et la seconde partie était plate. Mais pour une fois, il y a du sexe consenti. Oh je me suis dit, putain, du sexe consenti dans un conte interdit, c'est incroyable, ça vaut le coup d'être notifié. Mais du coup, cette scène est pas gratuite et elle sert à illustrer quelque chose. Et elle sert à illustrer le fait que le personnage principal ne contrôle pas nécessairement tout. Et ça, c'est ça m'avait bien plu. Parce que du coup, moi, j'aime pas quand, par exemple, il y a du cul gratuitement dans un livre.
ou quand c'est vrai, c'est pas justifié, en fait, il y a pas de raison qu'une scène de cul soit présente ou pas. Bah là, ça allait. En fait, je me suis dit, ouais, ça passe. Ok, je vois les détails du truc, mais en fait, je comprends pourquoi cette scène est présente. Et du coup, elle finit pas très bien. Mais ça gâche pas le récit, on va dire. Mais c'est juste que bah, j'attendais qu'il y ait autre chose. Je m'attendais pas à ça, et c'est peut-être mes attentes qui étaient trop hautes, je sais pas. Mes attentes qui étaient différentes de ce qu'on m'a donné, et c'est pas grave, hein. C'est pas un drame. C'est juste que bah on peut pas être performant tout le temps. Et Louis Persicard a écrit quand même beaucoup de contes interdits. Celui-là, on va dire que c'est celui que j'ai le moins aimé parmi tous ceux que j'ai lus de lui. Et voilà, ça va pas plus loin. Suivant. Réponse. Réponse, c'est mon conte interdit préféré. Voilà, il va en banger. Et vous avez vu mon cul. Je le mets dans la list en banger parce que c'est tout simplement le meilleur que j'ai lu. Voilà. Réponse, il est tellement court, il fait 181 pages. Vous n'avez pas d'excuses. Franchement, ceux qui veulent découvrir les contes interdits, commencez par Réponse, parce qu'il est extrêmement court. Ceux qui lisent pas beaucoup, lisez Réponse parce qu'il est extrêmement court. Et ceux qui sont déjà dans les contes interdits et qui en cherchent des nouveaux et qui l'ont pas lu, lisez Réponse. Voilà. Alors, la corrélation entre le conte interdit et le conte original était très claire, mais en même temps prenait pas mal de liberté. J'ai capté la corrélation avec la sorcière, la fille qui est retenue dans une tour et qui a des très beaux cheveux, et le chasseur ou le prince charmant qui vient essayer de la délivrer. Alors, ce chasseur-là, on va le voir au début du récit. Il y a des gens qui ont été un petit peu déstabilisés par ça. Moi, ça m'a pas dérangé. Alors, par contre, Réponse, à des moments, ça m'a foutu des frissons. Tellement c'était glauque, tellement c'était bien écrit. Enfin, bien écrit. C'est pas vraiment l'écriture qui a contribué à ça, mais c'est vraiment le fait qu'on me mette le nez dans mon caca tout le long du récit, et où il y a des moments où vraiment j'ai frissonné. Je vous jure, ma réaction c'était ah quelle horreur. Mais vraiment, c'est le seul conte interdit qui m'a fait cet effet-là. Mais c'est vraiment une grosse qualité parce que du coup il est court, efficace. On voit la corrélation, mais on voit les libertés prises par rapport à l'original. C'est une réussite totale. On voit en fait le rapport entre ce qu'on nous montre au début dans la première partie et ce qu'on nous montre à la fin. Et on a un côté un peu aussi train fantôme à des moments. Et on se dit non mais elles vont pas s'en sortir, elles vont pas s'en sortir, elles vont pas s'en sortir. Je voyais tout à fait le côté train fantôme et le côté lutte pour la survie et le côté vraiment est-ce que les personnages vont s'échapper de l'endroit où ils sont, et où ça commence en mauvais film d'horreur mais ça finit en comment dire, ça finit en bon slasher en fait. C'est, je sais pas, j'aurais pas vous le décrire, j'ai peu de mots assez constructifs. Du coup, comme je suis un peu une schlag, je vais relire mes notes. Ce que j'ai noté, c'est que il est court et efficace, et du coup j'arrivais vraiment pas à en décrocher, ce qui fait que j'avais beaucoup apprécié. J'ai dû le lire en 3 ou 4 heures, à tout casser. C'était vraiment très rapide. À tout péter, je pense que je l'ai lu en 3 ou 4 heures, et que bah, justement le fait de pas en décrocher, ça prouve que le récit tient en haleine et que t'as vraiment envie de savoir si la petite elle va s'en sortir et tout. Enfin voilà. Je vais pas vous faire le pitch parce que je vais vous inviter à le découvrir par vous-même. Parce que bah, c'est vraiment une réussite totale en ce qui concerne les contes interdits, de ce que moi j'attends des contes interdits en tout cas. De ce que je cherche quand je lis un conte interdit. Voilà, je cherche une corrélation plus ou moins évidente avec l'œuvre originale. Je cherche des bons frissons d'horreur et une plume efficace. Et c'est tout ce que j'ai eu et c'est parfait. J'ai mangé, j'ai fait des trucs chez moi, la lumière a changé, c'est normal. On enchaîne. Le Petit Chaperon Rouge, c'est celui que j'ai lu juste après. Et là, on va arriver dans les derniers qu'on m'a offerts et on va arriver sur ceux que j'ai achetés les plus récents. Alors, Le Petit Chaperon Rouge, il fait 215 pages, il est pas très long. Et il fait partie des plutôt bons contes interdits que j'apprécie vraiment. J'ai apprécié lire Le Petit Chaperon Rouge. Après, alors, je lui trouve un défaut. Dans ma liste, je vais le mettre en pas mal. Parce qu'il était vraiment pas désagréable. Beaucoup mieux que La Belle et la Bête, beaucoup mieux que La Belle au Bois dormant. Alors, la corrélation avec le conte originel était beaucoup plus claire. Et j'ai trouvé un truc que j'ai jamais vu dans les contes interdits. Alors attendez, je range un petit peu ma table. C'est-à-dire que il y avait un aspect très
Alors, il y avait du fantastique en fait. Il y avait un aspect fantastique qui fonctionne extrêmement bien. Après, est-ce que le fait que les personnages soient tziganes joue? Je sais pas du tout. Je sais pas si c'est witchy, l'univers tzigane. Je connais rien à cette culture, donc si vous connaissez cette culture, moi je serais très curieuse de la connaître. En tout cas, j'avais un petit aperçu de personnages qui ont un certain pouvoir, qui voient des esprits, qui communiquent avec les morts, qui se font guider par des esprits et tout. Et c'était vraiment agréable à lire dans le sens où ça changeait un petit peu des autres, parce que les autres contes interdits, ça se basait beaucoup sur du concret, alors que là, ça se base sur des choses un peu plus ésotériques, et j'ai bien aimé cet aspect du récit. C'est un aspect qui fonctionne très bien. Je l'ai noté en witchy sur 20 dans mon petit carnet de lecture. Écoutez, bah il était vraiment pas mal du tout. C'est un thriller que je classerais un peu dans le Rape and Revenge, même si je suis pas très sûre, mais je dirais que oui, ça peut s'inscrire là-dedans. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui perd sa mère puis sa grand-mère et qui décide de s'enrôler dans l'organisation criminelle qui a tué sa mère et sa grand-mère. Et donc elle va se venger de tous ces criminels qui lui ont fait du mal depuis qu'elle est toute petite. Et donc il y a un aspect de vengeance dans le récit qui moi m'a plutôt captivée. Après, à des moments, ce que je reprocherais, c'est un aspect qui fait un peu film porno pas très classe quoi. Mais c'est pas gênant dans la mesure où c'est pas étalé sur des pages et des pages, et le personnage s'en sert en fait. Elle se sert de ses charmes pour appâter les gens dont elle veut se venger. Ça m'a fait beaucoup penser à I Spit on Your Grave, les films I Spit on Your Grave. Je sais pas si vous les avez vus, moi je les ai tous vus. En tout cas, ça laisse une empreinte, ce genre de récit, parce que bah justement il y a un rapport à la féminité qui fonctionne plutôt bien, et du coup un aspect de la féminité qui est sordide en fait, et qui nous rappelle que oui, on peut être victime de ce genre de choses, encore plus quand on est une femme, encore plus quand on est un enfant. Et du coup, il y a des thèmes vraiment très matures qui sont abordés, donc je conseillerais quand même pas à tout le monde. Je le répète au cas où ce serait pas clair, les contes interdits, c'est réservé à un public de plus de 18 ans et un public averti. Donc si vous êtes sensible, surtout ne lisez pas ça en fait. Si vous êtes touché par des thèmes comme la violence sexuelle, la violence faite aux enfants et la violence faite aux animaux, et le cannibalisme et la maltraitance de manière générale, ne lisez pas ça. Parce que bah ça revient quasi systématiquement. Et justement, le petit chaperon rouge s'éloigne un petit peu de ça. Bon, il y a de la violence physique, verbale, sexuelle, mais du coup, ce qui est satisfaisant, c'est de suivre le personnage d'Angelica qui va faire un rampage en fait pour vraiment venger sa famille quoi. Et ça c'est simple mais c'est efficace, et Sonia Alain elle a plutôt bien géré son récit. Ensuite, ce que je reprocherais également, c'est la partie qu'on voit, la partie enquête, que j'ai pas trouvé très utile finalement, et qui apporte pas nécessairement grand chose. J'aurais pu suivre Angelica tout du long, que ça m'aurait pas gêné, mais c'est pas non plus gravissime, ça ne plombe pas le récit, ça m'a pas empêché de le bouffer à une vitesse assez ahurissante. Je l'ai lu en un jour, j'ai noté du 26 au 27 mars, donc ouais, je l'ai lu vraiment très très vite. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y a un certain passage, alors c'est comme je vous l'ai déjà dit, c'est très rare qu'un livre me fasse pleurer, mais il y a un certain passage dans ce livre qui m'a fait pleurer. Voilà. Alors, il faut savoir que dans chaque conte interdit, vous aurez nécessairement une référence à la petite fille aux allumettes. Je sais pas si vous connaissez le conte original de la petite fille aux allumettes, mais moi je le connaissais, je l'avais vu en dessin animé, et même le dessin animé, il était pas tendre en fait. Et c'est vraiment une histoire affreuse, la petite fille aux allumettes. Et en fait, la contrainte qu'ont les auteurs des contes interdits, c'est de faire référence à la petite fille aux allumettes dans chaque conte interdit. Et là, en fait, la petite fille aux allumettes joue un rôle un peu plus important dans celui-là. Et quand vous comprenez qui c'est, je vous garantis que vous êtes pas bien. Purée, qu'est-ce que vous êtes pas bien. Ah là 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 là. Ouais, c'est un des rares contes interdits qui m'a fait pleurer. Ouais, voilà, j'étais pas bien. Quand j'ai appris de quoi il retournait exactement avec un certain personnage, parce que je me posais des questions depuis le début du récit, et c'est un bon point aussi du coup que j'ai trouvé, c'est que y a un certain mystère pendant une bonne moitié du bouquin, voire dont 2/3 du bouquin, où on se dit mais qui est cette fille exactement. Je vous dis pas qui c'est, mais enfin voilà, voilà, elle a un rôle un petit peu plus important que dans les autres contes interdits. C'est pas seulement une référence, c'est un personnage à part entière. Et donc quand on comprend qui elle est, on n'est pas bien, on n'est vraiment pas bien. Et le mystère est plutôt bien distillé en fait dans les 2/3 du récit, je dirais.
Voilà, le petit chaperon rouge, très bonne surprise, très bonne découverte, et je remercie encore mon pote de me l'avoir offert parce qu'il est vraiment super. Suivant. Le suivant, c'était Krampus. Il a volé sa place de numéro 2 au Magicien d'Oz. Voilà, tout bêtement. Il est un petit peu plus massif, il fait 244 pages, et je vais le classer en banger, directement. Hop là, voilà. Alors, Krampus, eh ben, c'était vraiment intéressant parce que du coup, c'est le deuxième conte interdit que j'ai lu qui avait un aspect fantastique. Et justement, bah, ça marche excessivement bien parce que l'aspect du conte est vachement respecté. Et Krampus, c'est pas un truc auquel je me serais attendue en fait dans les contes interdits parce que c'est plus une légende qu'un conte. Et c'est une légende. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Krampus, c'est une légende germanique. Et c'est l'équivalent de notre père Fouettard à nous, en fait. Saint-Nicolas, le père Fouettard, le croque-mitaine, etc. Là, Krampus, c'est un genre de démon, si j'ai bien compris, qui enlève les enfants passage pour Noël. C'est l'anti-Père Noël, mais germanique. Voilà. C'est pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors, j'ai noté que c'est mon favori numéro 2, et c'est pas pour rien, c'est parce que le récit... alors, le style d'écriture ne m'a pas spécialement plu, et certains dialogues ont sonné un peu faux pour moi, mais j'étais accrochée dedans tout du long, et j'ai absolument pas pu le lâcher. Quand je l'ai lâché, il était 4h du mat. Donc c'était... j'en ai lu les 2 tiers en quelques heures et j'étais genre, putain, mais j'arrive pas à lâcher. Genre, ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez déjà vu. Vous avez déjà vu mon post en mode, mais arrêtez, aidez-moi, je peux pas le lâcher. Ah, du coup, voilà, il se retrouve numéro 2 derrière Réponse. L'aspect fantastique fonctionne extrêmement bien parce que du coup, c'est une légende et non pas un conte. Et je crois pas qu'il y ait de conte spécifique à Krampus dans les récits germaniques et tout ça, mais ça fonctionne très bien dans le sens, alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui doit avoir 16 ans, un truc comme ça, qui s'appelle Alex, et qui a commis un crime, et qui se retrouve en centre de détention pour mineurs. Et dans ce centre de détention pour mineurs va débarquer Krampus, donc le père Fouettard, le punisseur de mauvais enfants, voilà. Donc je me suis dit, mais quel cadre serait mieux adapté qu'un centre de détention juvénile? C'est parfait, ça marche super bien. Et du coup, l'aspect surnaturel est vachement plus exploité. Et le concept du Krampus est vraiment bien utilisé tout du long, en fait. Ça a extrêmement bien fonctionné sur moi. Et du coup, bah, il y a des moments où j'ai vraiment eu peur, en fait, où j'étais vraiment pas très à l'aise à l'idée de lire ça. Et j'étais, mais ah merde, qu'est-ce qui va se passer? Les meurtres commis par le Krampus sont atroces. Il y a une utilisation de la glace que j'ai trouvé extrêmement cool. Qui aurait fait l'objet d'un super bon film d'ailleurs. Je n'ai absolument pas vu de film Krampus, donc je vais sûrement me les voir pour comparer avec le conte interdit, mais je pense que ça aurait fait un excellent scénario de film, et en plus l'auteur a fait l'effort de développer des personnages qui sont au minimum intéressants, et que j'avais vraiment au minimum envie de connaître. Donc, extrême réussite. Krampus, réussite. Voilà. Après, pas aussi critique que pour Réponse, pas réussite critique, mais réussite quand même. Et je le mets dans banger parce que il le mérite, quoi, justement. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Il y a des personnages que, justement, je retrouvais pas ailleurs dans d'autres contes interdits. Je me suis pas autant attachée à d'autres personnages que ça, à part pour Émilie peut-être, et puis Dorothée dans Le Magicien d'Oz. Et ben là, j'étais vraiment attachée, en fait, à Jacques et à Alex. Voilà. Il y a 2 personnages. Donc, Alex, il est extrêmement complexe, finalement. Il y a beaucoup de sous-entendus tout le long du récit, et en fait je me dis, mais il fait ça parce que il veut sauver des gens, ou il fait ça parce que il veut se racheter? Je sais pas, j'avais des petits questionnements sur le personnage, et bah j'ai été très surprise à la fin. Donc je vous laisse le bénéfice du doute, et je ne vous spoil absolument rien parce que ce serait criminel de vous le spoiler. Et ensuite il y a un aspect de cycle aussi, un côté cyclique dans le temps de la violence, et un côté cyclique dans le temps de la légende du Krampus, justement. Et il y a une mythologie, alors je ne sais pas si cette mythologie est propre à la mythologie germanique qui existe déjà, ou si c'est l'auteur qui a inventé ça, mais je trouve que ça fait un lore en soi dans le livre qui mériterait qu'on l'étende, quoi. Ouais, pour moi, je trouve que ça fonctionne super bien, et c'est mon deuxième conte interdit préféré. Suivant. Je vais avoir un petit peu plus de choses à dire là-dessus. Je tourne la papage. Boucle d'or. Alors, Boucle d'or, je l'ai acheté parce que je voulais lire Le Petit Pousset, mais alors j'ai vu que c'était une trilogie.
il fallait lire Hansel et Gretel, Boucle d'or et Le Petit Pousset, dans cet ordre. Je n'ai pas lu Hansel et Gretel parce qu'en fait, il est pas dispo dans la librairie où je vais d'habitude, dans la Fnac de ma ville. Je l'ai pas trouvé, tout simplement. Après, je sais qu'il a été réédité, Hansel et Gretel, et j'aimerais beaucoup le lire. Ne serait-ce que par curiosité et par soutien pour l'auteur, parce que il faut savoir que l'auteur Yvan Godbout a eu des problèmes légaux par rapport à Hansel et Gretel. J'ai pas compris. Alors j'ai lu des articles qui parlaient de pourquoi est-ce qu'il a eu des problèmes. Alors il faut savoir qu'en fait il a été accusé d'avoir produit de la comment dire ça de manière élégante pour pas être shadowban, des actes illégaux, voilà, avec des enfants. Il avait été accusé de produire du matériel illégal avec des enfants parce qu'il a écrit une scène où justement on voit un abus sur un enfant. Alors après, je sais pas à quel point c'est développé et je sais pas à quel point c'est frontal, par exemple par rapport à Peter Pan, mais je pense que en fait ce qui lui est arrivé est complètement injuste parce que dans Peter Pan j'ai vu pire en fait. Et après je sais pas, je n'ai pas lu Hansel et Gretel, du coup il faut que je me fasse mon propre avis. Mais comme il a été réédité récemment, je vais en profiter, je pense que je vais le commander sur internet, ne serait-ce que pour soutenir déjà cette série de livres que j'apprécie et cet auteur en particulier, parce que je pense qu'il faut lui donner de la force et que en gros j'ai dit tout à l'heure que pour faire peur, c'était pas nécessaire d'en montrer beaucoup, mais il y a certains sujets sur lesquels je suis persuadée qu'il faut parler en fait. Même si c'est terrible, je pense qu'il faut en parler artistiquement et que ça avait pas une visée perverse ce qu'il a fait, mais ça avait une visée de dénonciation. J'en sais quelque chose. Mon master en art s'est basé là-dessus aussi, sur la violence infligée aux enfants sous toutes ses formes. Et je tiens à du coup par faire passer un message, c'est-à-dire que je soutiens l'auteur Yvan Godbout. Même si ce conte interdit, Boucle d'or, n'est pas mon préféré et n'est sûrement pas dans mon top tier, je tenais à lui manifester mon soutien en tant qu'artiste. Voilà. Donc, Boucle d'or. Boucle d'or, je le classe en pas mal. Vraiment pas mal. Par contre, j'ai eu un petit peu plus de mal à le lire. Je l'ai lu en 3 jours. J'ai mis du 29 au 30. Non, en 2 jours, pardon. J'ai mis un petit peu plus de temps. J'ai pris plus mon temps parce que c'est pas que je m'ennuyais, c'est que j'avais un pressentiment sur ce qu'il allait me raconter. Et qu'en fait, il y a certains passages qui m'ont touchée et d'autres pas tellement. Voilà, ça s'est un peu étalé sur des choses que peut-être je ne m'attendais pas à lire. Mais par contre, il y a une vraie prise de risque dans Boucle d'or. C'est-à-dire qu'on a le point de vue d'une petite fille qui débarque dans un endroit et on ne sait pas si elle était vraiment censée être là à la base. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. On sait pas, en fait, on récupère la mémoire en même temps que la petite fille, que Petit Ours, justement. Et je ne vous dirai absolument pas son prénom. Je ne vais absolument pas spoiler, parce que par respect pour Yvan Godbout qui nous a demandé de justement ne pas spoiler l'histoire. On a un côté où on doit récupérer la mémoire en même temps qu'elle, et en fait, on va comprendre au fur et à mesure ce qui se passe dans l'endroit où elle débarque. Je me suis vraiment demandé, est-ce qu'elle est vivante ou pas dès le début, en fait. J'ai l'impression de lire un peu un truc fantomatique, un peu distant. Et justement, il y a une certaine poésie qui s'en dégage. Je trouve qu'il a un style qui fonctionne bien. Un style peut-être un petit peu plus élaboré que pas mal d'autres auteurs que j'ai pu lire dans cette série. C'est pas que ce sont de mauvais auteurs, c'est juste que je trouve qu'ils utilisent un style qui est très basique et qui du coup sert la narration. Mis à part pour Louis-Pierre Sicard, je me répète, Louis-Pierre Sicard, il écrit vraiment bien. En revanche, je sais pas, y a plusieurs moments où en fait, quand je lis un conte interdit, j'ai l'impression qu'il y a des répétitions d'une phrase à l'autre et c'est des choses que je m'efforce de ne pas faire quand j'écris. Après, c'est ma manière de voir la chose, mais par exemple, de répéter le même mot d'une phrase à l'autre, pour moi, c'est pas très joli en fait à l'écrit. Mais c'est pas pour autant que c'est grave en fait, parce que ça peut être un effet de style et en fait, j'ai trouvé que à certains moments, à peu près tous, c'était bizarrement écrit. Alors, je ne sais pas si c'est la transcription francophone. Enfin la transcription française de France qui donne ça, ou si ça a été écrit comme ça. Parce que moi j'ai lu les versions françaises des éditions Contredire. Et j'ai pas lu les versions des éditions Ada. Par exemple, parce que je suis persuadée que si je l'avais lu en version québécoise, j'aurais pas du tout eu le même feeling. Et je pense que ça peut venir de la transcription française de France, justement. Le dialecte québécois est certes un petit peu compliqué à cerner, mais franchement, je trouve que c'est pas si grave. En fait, après, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup écouter des vidéos qui sont pas de mon pays, genre des vidéos en anglais, beaucoup en anglais, et beaucoup en québécois, ça m'arrive aussi. Si vous avez déjà vu la chaîne YouTube de Victoria Charlton, vous le savez.
Elle emploie des termes québécois assez souvent, et du coup moi c'est pas quelque chose qui me choque. Mais par contre pour quelqu'un qui parle pas du tout, qui voit pas du tout les expressions québécoises, ça peut être un peu dur. Du coup la transcription, peut-être que la transcription française de France n'a pas aidé dans ce processus-là. Donc je saurais pas vous dire si ça vient de la transcription ou si ça vient de l'auteur en lui-même. Donc je suis incapable de juger. Mais par contre c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai lu. C'est-à-dire que souvent je me suis dit ce mot-là a déjà été répété. C'est pas que c'est mal écrit, mais du coup c'est que c'est un peu, ça pêche un peu quoi. Et du coup j'ai à un moment abandonné l'idée d'attendre quelque chose de bien, enfin pas bien écrit, c'est pas vrai. Je me suis arrêtée d'attendre quelque chose de stylistiquement solide en fait. Voilà. Ce qui veut pas dire que c'est foncièrement mal écrit. Voilà. Ça veut pas dire que c'est illisible. C'est vraiment très divertissant. Ça coule tout seul. On le lit à une vitesse hallucinante. Et moi, si j'avais pas aimé ça et que ça m'avait bloqué dans ma lecture, j'aurais pas acheté 13 contes interdits en fait. Enfin, j'aurais pas les 13 que je suis en train de vous présenter. Voilà. Je tenais à faire cette parenthèse parce que moi en fait je suis exigeante. Je lis beaucoup de choses très différentes et j'ai tendance à être très exigeante. Là ça fait 1 an et demi que j'ai repris la lecture, je crois que je suis à 25 ou 30 livres en tout. Donc plus on lit, plus on a un niveau d'exigence qui augmente et c'est logique. Et moi aussi j'ai été exigeante avec moi-même quand j'ai écrit. Du coup forcément c'est quelque chose qui moi va me marquer beaucoup plus que d'autres lecteurs qui lisent pour le divertissement. On a tous une raison différente de lire. Et c'est très bien comme ça. On arrive sur les 2 derniers, promis c'est bientôt fini, et ensuite on va faire un petit truc à la fin, ça sera marrant, vous verrez. Alors, l'avant-dernier que j'ai lu c'était Bambi. Déjà, cette couverture, je l'adore. C'est ma couverture préférée de tous les contes interdits que j'ai, tout conte interdit confondu. Je vais vous la mettre un peu en avant pour que vous la voyez mieux. Alors Bambi, je l'ai lu en avant-dernier et j'étais très contente de retrouver Maud Royer déjà parce que comme je vous l'ai dit, elle a peut-être un style qui est un peu basique mais elle a un style très reconnaissable et moi ça me fait toujours plaisir de lire du Maud Royer. Voilà, et j'aurais peut-être même fouillé du côté des choses qu'elle a fait hors conte interdit par plaisir quoi, parce que j'aime bien cet auteur. Voilà, elle met pas mal de... Aussi elle arrive à quand même mettre un peu d'humour. Et ce qui m'avait marqué aussi dans Le Magicien d'Oz, c'était ça. Alors Bambi, je vais le classer en banger. Le seul truc que je reprocherais... Alors Bambi, il devrait être en, je crois, la 5e position, justement juste derrière Alibaba. Le problème que j'ai avec Bambi, c'est que en fait, s'il avait pas eu certains défauts, il serait arrivé 2e très facilement. En fait, mon top 3 aurait pu être Réponse, Krampus et Bambi, mais c'est pas le cas. Je le classe en top tiers, dans le plus haut tiers de ma schlaglist, mais en fait, c'est purement émotionnellement que je peux me classer comme ça, mais en fait, factuellement et plus objectivement, je peux pas le classer dans mon top 5, quoi. Après c'est mon top 5, il est dans ma tête, il est perso, vous faites votre top 5 à vous, il n'y a pas de souci. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié dans Bambi, c'est qu'on a un thème qu'on n'a jamais vu dans les contes interdits, qui est le thème d'une secte. Alors, je sais que dans Hansel et Gretel, il y a une secte aussi. Mais c'est pas traité de la même façon. Déjà c'est pas le même type de secte. Et c'est pas du tout la même manière d'aborder le thème des sectes. Alors, il y a un truc que je vous ai jamais dit sur YouTube, c'est que je m'intéresse énormément au thème des sectes, au thème des religions et au thème de l'endoctrinement. Et c'est ça qui m'a fait écrire aussi mon bouquin à moi. Parce que c'est une autre forme d'endoctrinement que je montre. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que Maud Royer connaît le sujet. Voilà, ça j'adore. Elle connaît le sujet, elle en fait tout un truc, elle en fait tout un lore qui appartient, qui se suffit à lui-même en fait. Et j'ai senti vraiment une ambiance très proche de Far Cry 5. Je sais pas si vous avez joué à Far Cry 5, mais ça m'a fait cet effet-là. Et il y a un truc où la frontière entre le réel et la science-fiction et le fantastique est assez floue, et c'est une ambiance assez... on sait pas trop ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et j'ai noté aussi qu'il y avait des scènes qui m'ont vraiment marqué. Des scènes de rituels dans Bambi qui moi m'ont marqué et qui m'ont même choqué en fait. Et comme j'ai lu un paquet de contes interdits et que je suis une grosse fan de films d'horreur, il n'y a pas beaucoup de choses qui me choquent. Mais là j'étais très 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 mal à l'aise. Je crois que le plus gros malaise que j'ai ressenti de tous les contes interdits confondus, il était dans Bambi. Et ceux qui ont lu Bambi me comprennent. Il y a des thèmes comme ceux que je vous ai déjà évoqués, sauf que là on va rajouter le thème du deuil
et le thème des esprits des gens qu'on a perdus. Alors c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Liam et qui veut, en fait sa mère a été assassinée et il veut chercher pourquoi, comment. Il veut faire son propre enquête parce que la police n'a pas fait son enquête et a conclu à un suicide. Et du coup il va aller dans une communauté qui est reculée. Je suppose que c'est au Québec. Donc que c'est dans la Pampa, c'est complètement perdu. Si vous êtes déjà allé au Canada, moi non, mais je vois à peu près les étendues sauvages qu'on peut avoir au Canada. J'imagine très bien que ça peut être un endroit qui est complètement perdu, au milieu de la forêt, et que y a rien à 50 km quoi. Donc voilà, c'est une communauté qui est plutôt isolée, dont sa mère est sortie quelques années plus tôt, avant de soit se donner la mort, soit d'être assassiné. Donc il va chercher des réponses dans ce groupe de gens qui est très très étrange, et qui du coup s'apparente totalement à une secte. Et en fait, absolument tous les red flags de l'endoctrinement sectaire sont listés dans le récit, et c'est ça qui fonctionne extrêmement bien. Et c'est parce que je sens que l'auteur a étudié le sujet, quoi. Maud Royer connaît les sujets dont elle parle. Et ça, c'est vraiment hyper plaisant. Il y a aussi pas mal d'ironie, il y a pas mal d'humour, il y a des petits moments qui sont un peu légers, et des bizarreries qu'on voit, du coup, d'un point de vue extérieur à la secte, et où on se dit, mais attends, mais c'est complètement con. Un random qui voit ça se dit c'est complètement con et je suis pas si con que ça, je vais pas me faire endoctriner moi. Mais il y a des moments où on doute en fait, et c'est bien fait dans le sens où on arrive à nous mettre le doute sur est-ce que le personnage est en train de perdre la boule, est-ce qu'il est en train de croire à ce qu'on est en train de lui raconter, est-ce qu'il est en train de vraiment être endoctriné, est-ce qu'il est désespéré au point de vouloir revoir l'esprit de sa mère, etc. Donc je vous dis quasi rien, mais ouais, il y a tout un côté de il espère vraiment trouver des réponses, et il espère tellement trouver des réponses qu'il est prêt à croire à des conneries. Et ça c'est très fort. Parce que c'est souvent l'une des raisons pour lesquelles les gens adhèrent à des sectes. C'est parce qu'ils sont désespérés. N'importe qui, aussi intelligent soit-il, est capable de se faire avoir. Donc, je vous le dis. Je vous le dis parce que, pour avoir étudié le sujet, je me suis intéressée au sujet à titre purement amateur, parce que c'est un sujet qui me fascine. Le sujet de la manipulation mentale me fascine énormément. Et du coup, Bambi a extrêmement bien fonctionné sur moi. Donc, je trouve que, voilà, Maud Royer maîtrise. À chaque fois qu'elle écrit, elle est dans la maîtrise. Et peu importe si le style est bancal ou quoi, je m'en fous. En fait, je retrouve vraiment sa patte d'auteur quand je lis. Et là, je crois que ça fait le 3e de Maud Royer que j'ai lu déjà. Ouais, j'ai lu Pinocchio, Le Magicien d'Oz et Bambi. Et donc, sur les 3, Bambi c'est son meilleur, à mon avis. Après, enfin comment dire, c'est son meilleur dans le sens où le sujet se suffit à lui-même, et le récit est cohérent. Et Le Magicien d'Oz, ça reste mon 2e préféré parce que les thèmes me touchent, mais objectivement, je dirais qu'en termes de construction, Bambi est un petit peu meilleur. Voilà. Après, je vais pas noter sur chaque point, parce que là, je vous fais un retour global de tout. Et c'est pas, comment dire, c'est pas une analyse qualitative, c'est juste mon analyse perso. Voilà. Le dernier, j'ai été vraiment déçue de finir sur celui-là, mais je sais pas, c'est une vraiment giga déception. Je suis désolée pour l'auteur que je vais citer, mais j'ai pas aimé du tout. Le Lac des Cygnes de José Marcotte. Alors, cette couverture est magnifique. Le pitch m'a vraiment donné envie de le lire, mais le livre il est pas bon. Je suis désolée. J'ai pas envie de... Je veux pas cracher sur ce que l'auteur a fait parce qu'elle s'est vraiment embêtée à écrire une histoire. Elle était vraiment impliquée dedans, ça se sentait. Mais moi, c'est pas pour moi en fait. Voilà. Je ne m'attendais pas d'avoir fini sur le Lac des Cygnes. C'est un peu, ça me dégoûte un peu parce que j'aurais aimé finir sur Bambi par exemple. J'aurais aimé finir sur quelque chose d'un peu meilleur, dont j'aurais voulu vous parler pendant des heures, mais je peux pas. Enfin oui, je vais vous dire pourquoi j'ai pas aimé. Alors, je refais le disclaimer au cas où y a des gens qui sont proches des auteurs dont je parle, et au cas où peut-être les auteurs en question viendraient voir ma vidéo. Je n'ai absolument rien contre vous. Hein. Par exemple, Simon Rousseau et José Marcotte, je n'ai rien contre vous, je vous adore parce que Simon Rousseau, déjà, il est à la base du projet des Contes Interdits, donc merci beaucoup pour ça. Mais par contre, Peter Pan et le Lac des Cygnes, c'est vraiment les deux dont je peux dire je n'aime pas du tout. Je n'ai pas du tout accroché, c'est pas du tout mon délire, c'est pas du tout ce que j'attendais, et ça m'a déçu, tout simplement. Le Lac des Cygnes, c'est pas au même titre que Peter Pan, dans la mesure où c'est pas nécessairement choquant en termes de récit. Il n'y a pas de violence si exagérée que ça.
Et c'est pas ça qui m'a fait empêcher de l'apprécier. Ce qui m'a fait empêcher de l'apprécier, déjà c'est la première personne. Ce qui m'a empêché de l'apprécier, déjà c'était la première personne du singulier au présent de l'indicatif, qui pour moi n'a pas fonctionné. Alors, ça implique émotionnellement nécessairement beaucoup plus quand on écrit à la première personne, parce qu'on multiplie les ressentis, on multiplie l'action, et l'action s'enchaîne vraiment très vite, et au point où parfois, j'avais vraiment du mal à comprendre ce qui était en train de se passer. Je sais pas si ça vient de l'écriture ou si ça vient de moi. Je pense que c'est peut-être que ça vient de moi, et j'avais peut-être pas assez de... J'étais peut-être pas assez attentive aussi, parce qu'il y a des moments où j'étais en mode, bon bah merde. Je me suis un peu forcée à le finir. Je l'ai lu du 2 au 5 avril. J'ai mis 4 jours à le lire. Donc voilà, je l'ai laissé un peu plus traîner parce qu'en fait, j'avais pas envie de le finir. Parce que il y a un moment où j'étais plus dedans et j'avais plus envie. Voilà. Je suis vraiment navrée. Je suis vraiment désolée. Mais sur moi, ça marche pas. Ce n'est que mon avis perso, attention, ce n'est que ma sensibilité à moi, ce n'est que mon avis à moi. Et voilà. Il y a plein d'autres lecteurs dont je suis sûre qu'ils ont apprécié le Lac des Signes. Alors je vous donne le pitch. Alors le pitch m'avait vraiment accroché en plus. Quand j'ai lu la 4e, j'étais vraiment hypée à fond. Voilà. J'avais des attentes peut-être très très hautes. Je sais pas. Alors, Odette, Didi et Siegfried, 3 cosplayers professionnels, participent à la ConnectCon de Tokyo. Sur place, des fanatiques prennent en otage des milliers de personnes déguisées. Les 3 acolytes y jouent le plus grand rôle de leur vie. Les masques tombent un à un. Dans cette réinterprétation du ballet russe de Tchaïkovski, le destin des amoureux n'est pas scellé et leur survie ne tient parfois qu'à un fil. Voilà. J'avais extrêmement envie de l'aimer, j'ai pas pu. J'ai pas pu me forcer en fait. Je suis navrée, je peux pas me forcer à aimer quelque chose. On suit du coup Odette, si ma mémoire est bonne, qui va participer du coup à la ConnectCon de Tokyo. Et du coup, ce qui m'a gêné d'entrée de jeu, c'est ces refs à la pop culture. Ouais, c'est ce que j'avais dit pour Peter Pan. La pop culture est très présente. Du coup, c'est une bonne chose quelque part parce que ça ancre le récit dans un contexte qui est actuel, qui est le 21e siècle. Les mangas récents qu'on a tous lus, Naruto, One Piece, Demon Slayer, etc., ils sont tous représentés parce que c'est une convention de cosplay. Donc je pense qu'il n'y avait pas vraiment le choix et que c'était le contexte qui voulait ça. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est pas grave, je vais passer outre. Je m'en fous en fait, c'est pas important. Puis il y avait des notes de bas de page pour les gens qui connaîtraient pas ces œuvres-là. Donc ok, je me suis dit, pas de souci, très bien. Mais après, les motivations des gens qui viennent prendre en otage la convention m'ont paru absurdes. Je suis désolée, mais c'est absurde. Je vous dis pas ce que c'est, parce que je pense qu'il y en a certains qui voudraient quand même le lire. Je vous encourage à aller le lire par curiosité. Peut-être que vous aurez pas du tout la même expérience de lecture que moi. Ce n'est que mon expérience de lecture et mon appréciation. J'ai pas, au bout d'un moment, en fait, à la moitié à peu près, au tiers, pardon, à la deuxième partie, en fait, deuxième acte, j'ai fait, ouais, vas-y, c'est absurde. Qu'en fait, j'ai compris la motivation du groupe terroriste. Je fais, il y avait une infinité d'autres façons de faire ça, et c'est pas crédible, en fait. C'est pas que c'est spécialement con, parce que je pense que les terroristes de base ont des motivations totalement connes. Et totalement absurdes et qui sont motivés que par la violence et par la haine. Mais là, pour moi, c'était pas assez concret en fait. On aurait pu faire écho à plein de choses qui sont arrivées dans l'histoire récente, même juste de la France ou du Québec. On aurait pu piocher dans des thèmes qu'on connaît, genre les attentats de 2015. On aurait pu piocher là-dedans. On aurait pu assumer à fond, l'auteur aurait pu assumer à fond, se revendiquer, d'une actualité qui est assez brûlante en France, qui a même pas 10 ans. Donc... Enfin, c'est dommage. C'est très dommage. C'est tombé à plat. Parce que, justement, moi, quand je vois un groupe de méchants qui veut faire une prise d'otage ou un attentat, je m'attends à ce qu'ils aient des motivations, un minimum tangible, en fait, pour l'époque dans laquelle on vit. Et en fait, je me suis retrouvée avec une bande de gens qui sont fans d'un manga et qui veulent qu'on réécrive la fin d'un manga, sinon ils tuent des gens. Absurde. En fait, à partir du moment où j'ai compris ce qu'ils voulaient, j'ai décroché. Et j'ai pas pu les prendre au sérieux. Je suis désolée, mais je n'ai pas pu prendre ces méchants au sérieux. Non. Bref, j'aurais vraiment aimé l'apprécier parce que justement le pitch était très accrocheur et la couverture est magnifique. Elle fait partie des plus belles. Hein. Franchement, la couverture de Lac des Signes, je vous laisse l'apprécier. Elle est très très belle. Du coup, le fait qu'on ait un manga fictif aussi dans l'équation pour que les personnages justement aient une raison d'être cosplayés, c'est très bien. Il fallait le faire parce que du coup si on avait pioché dans des personnages qui existent déjà, je
pense que ça m'aurait encore plus gonflé. Mais je suis désolée José Marcol, je te demande pardon, mais j'ai pas aimé du tout, c'est pas pour moi. Bref. Après, j'ai l'impression qu'on a quand même les mêmes références. Je pense qu'elle doit avoir à peu près mon âge en fait, José Marcol. Je sais pas. Elle doit peut-être être un petit peu plus âgée que moi, je sais pas. Mais ça se voit qu'elle aime la culture japonaise, ça se voit que du coup, ce qui est de l'exposition dans le premier acte avec les personnages, justement, c'est cool parce que dans le premier acte, j'en avais quelque chose à foutre des personnages. Et après, je me suis dit, est-ce que ça va partir en histoire de jalousie tout du long ou pas? Mais parce que oui, c'est l'histoire du lac des cygnes, elle est comme ça. Il y a une rivalité entre le cygne blanc et le cygne noir pour avoir le prince. Et le cygne noir vient foutre la merde. Donc j'ai bien vu qui était le cygne blanc et qui était le cygne noir. Aucun souci. Il y en a une qui a les cheveux blancs et une qui a les cheveux noirs. Impeccable. La ref marche très très bien. Et le côté théâtral marche très bien aussi. Parce que oui, la description de comment est fait le cosplay, d'où vient cette passion et pourquoi le personnage tient tant à cette passion, c'est vraiment des aspects positifs du récit par contre. Le personnage de Odette, bah finalement j'étais plutôt attachée à elle. Donc je me suis dit oh bah quand même c'est pas cool ce qui lui arrive. Mais après à un moment j'ai fait non mais les motivations des méchants sont absurdes et j'arrive pas à les prendre au sérieux, je suis désolée. Moi quand je suis dans un conte interdit j'ai besoin de prendre au sérieux l'antagoniste. J'ai besoin ou alors d'avoir un personnage détestable mais cohérent avec lui-même. Et là c'était pas le cas. Les personnages principaux, mis à part Odette et Siegfried, ils étaient un peu creux quoi. Les personnages qu'on croise, j'ai l'impression de croiser une galerie de personnages assez caricaturaux et qui m'ont pas donné envie de les suivre. Et ouais, les personnages secondaires qui arrivent au fur et à mesure et qui expliquent l'histoire de Siegfried, c'est moyen quoi. Enfin, ils sont intervenus un peu pour intervenir et c'est dommage. J'aurais aimé plus de corps, peut-être plus que ce soit un petit peu plus long, un petit peu plus développé et avec des motivations crédibles pour les méchants. Donc ouais, un peu déçu quoi. Ouais, carrément déçu même. Je m'excuse d'avance José Marcotte, je suis désolée. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres gens qui aiment le lac des cygnes, mais pas moi. Voilà. Bref, ceci étant dit, je vais tourner ma caméra et vous montrer l'ensemble de la schlaglist que j'ai fait. Du coup, vous aurez un plan d'ensemble et ensuite on va faire la tier list des couvertures, ce qui est très important parce que les couvertures jouent aussi beaucoup et si on va dans une librairie, on va pas se le cacher, on juge un livre à sa couverture. Hein, me dites pas que non mais il faut pas juger un livre à sa couverture. On le fait tous, on est humain, on a des biais cognitifs, voilà, c'est comme ça. Je vous retrouve juste après, je vais faire un cut et tourner ma caméra vers ma table, vers ma schlaglist, pour voir un plan d'ensemble et vous montrer plus ou moins ce qu'il en est. Alors, voici le plan d'ensemble de la schlaglist. Alors, j'ai mis des catégories qui sont j'aime pas du tout, mais pas mal, très bien et banger. Voilà, alors, en je n'aime pas du tout, vous aurez compris, on a Peter Pan et le lac des cygnes. Voilà. Alors, je vous ai déjà expliqué en long, en large et en travers, donc on va pas réexpliquer. Ensuite, en mai, nous avons La Belle et la Bête ainsi que La Belle au bois dormant. Ensuite, en pas mal, nous avons Pinocchio, Le Petit Chaperon Rouge et Boucle d'Or. Ensuite, en très bien, nous avons Ali Baba et les 40 voleurs, Le Magicien d'Oz et Blanche-Neige. Et en banger, on a Réponse, Krampus et Bambi. Voilà, je vous laisse aussi apprécier les couvertures, elles sont vraiment chouettes. Voilà. Il y en a que j'aime plus que d'autres. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer tout ça et qu'on va faire la schlaglist mais des couvertures. Voilà. Voilà ma pile de livres. Je les ai un petit peu tous mélangés. Comme ça, on va leur rendre justice tels qu'ils sont. Je les ai pas mis dans l'ordre de préférence brute. En fait, j'ai pas tenu compte du coup du classement que je viens de vous faire. Mais en gros, ce qu'on va faire, ouais, voilà, c'est qu'on va tous les mélanger et qu'on va tous les juger uniquement à la couverture. Alors, Krampus, vraiment, c'est une de mes préférées, Krampus. Elle est très très jolie, mais elle fait pas partie des plus jolies, donc je la mets en très bien. Ensuite, Réponse. Le code couleur est très beau. L'idée du feu est en plus très très importante dans l'histoire. Après, en ayant lu le truc, ça me l'a fait apprécier encore plus. Donc je la mets en banger, encore une fois. La couverture est banger. Voilà. Bambi, sans surprise, c'est ma préférée. Bambi, vraiment, je vous laisse l'apprécier parce que je la trouve belle. Hein. Franchement, il y a un travail de fou sur la couverture. Et en plus, les 4 saisons sont extrêmement importantes dans le récit aussi. Et l'idée de la fumée aussi, des fleurs blanches
est super importante. Si vous avez vu Far Cry 5, vous comprendrez, enfin, si vous avez joué à Far Cry 5, vous comprendrez exactement où je veux en venir. Et si vous avez lu le livre, vous comprendrez pourquoi il y a des bois de cerf. Et voilà. Donc, banger. Voilà. On la met en banger. Ensuite, Blanche-Neige. Elle est un petit peu plus basique. J'aime le code couleur parce que j'aime le bleu. Et la photo est assez glauque. Et j'ai bien aimé... J'ai bien aimé quand même ce côté bleu, assez crasseux, assez perturbant, avec du papier brisé, un miroir brisé aussi derrière. On dirait qu'il y a un miroir derrière elle. Les miroirs jouent un petit rôle quand même dans l'histoire. Du coup, je la mettrai en très bien. Blanche-Neige, c'est très bien. Voilà. Ensuite, le Magicien d'Oz. Voyons voir. Le Magicien d'Oz, tout y est. Le sang, le chant et les souliers rouges. Donc, je dirais qu'elle respecte très très bien le conte interdit et que là, visuellement, elle est belle. Voilà, je la trouve belle visuellement. Le code couleur est aussi très très neutre, mais ça fait ressortir le reste. Et la tornade aussi. Alors la tornade, je me rappelle plus si elle a une raison d'être dans l'histoire, je me rappelle plus. Mais je la mettrai aussi en très bien. Voilà, le Magicien d'Oz, c'est très bien. Ali Baba et les 40 voleurs. Le code couleur est joli aussi, hein. Franchement, il y a des bottes souillées sur... là, on les voit pas. Est-ce qu'on les voit bien? Là, en premier plan, on a les bottes souillées. Après, on a la langue coupée, qui est très important. Et le mot de passe au milieu, parce que la Caverne aux Merveilles, elle a un mot de passe, si vous connaissez le conte. Et justement, l'harmonie des couleurs me plaît beaucoup. Mais par contre, je dirais que la langue, je la trouve un petit peu moins jolie visuellement. Je sais pas. C'est pas qu'elle gâche l'ensemble, c'est qu'elle est, elle fait un peu découpée à l'emporte-pièce. Je sais pas. Après, c'est peut-être moi qui suis un peu dure. Je sais pas. Je sais pas du tout sur quoi ça se base. Si c'est un dessin, une photo, j'arriverai pas à dire. Mais en tout cas, harmonie des couleurs plutôt bien respectée. Du coup, je la mettrai en pas mal. Voilà. Ensuite, Pinocchio. Oula. Alors, Pinocchio, c'est un peu plus casse-gueule parce que là, du coup, ça se voit que c'est un montage photo. Alors, l'aspect pantin est très bien respecté. Le fait qu'il soit manipulé par autre chose, là, je suppose que c'est Patrick, là, le personnage. Et en dessous, c'est un autre personnage qu'on voit dans le livre. Alors, je pense que Pinocchio, c'est celle que j'aime le moins. Et je la trouve franchement pas très jolie. Après, ça m'avait intriguée, du coup, quand je l'ai vue à la librairie. Parce que je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est marqué pour un public averti. C'est ça qui m'a accroché plus que le reste. Parce que le reste, je trouve, ça fait vieux montage photo. Je sais pas... moi, à titre perso, je la mettrais en j'aime pas. Voilà. Visuellement, par rapport aux autres, elle est pas très jolie. Ensuite, le petit chaperon rouge. Le code couleur est exclusivement rouge. Du coup, ça marche. Et tout ce qu'on voit sur la couverture est complètement cohérent avec le reste. On voit le loup. Ce que je l'avais pas dit, mais dans l'histoire, Angelica, elle est proche d'un loup. Et le conte est extrêmement bien retranscrit. Et du coup, tout y est, mais ça fait un peu... Je dirais pas cheap, mais moins impactant, je dirais, que les autres. C'est un peu dommage. Je l'aurais vu un peu plus travaillé. Même si le travail est là, hein, si le truc a été vraiment bien fait. Après, on voit un cercle d'invocation et tout. C'est plutôt cohérent, mais je la mettrais en mais. Voilà. Petit chaperon rouge, mais. Ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs. Mais enfin voilà, c'est que mon appréciation personnelle, les goûts, les couleurs, tout ça, vous savez, hein, franchement vous savez. Ensuite, le lac des cygnes. Eh bien, le lac des cygnes, elle est extrêmement belle. C'est ça qui est dingue. La couverture est très belle, franchement. Hein. Il y a un beau travail de contraste, déjà, entre le rouge et le blanc. Parce que du coup, les tenues des personnages sont blanches dans l'histoire. Et du coup, le sang vient contraster avec ça et ça marche bien. Le cygne aussi a un sens dans le récit. Du coup, je la mets en banger. La couverture du lac des cygnes. Voilà. Peter Pan. Bon, elle est pas dégueu. Hein. Elle respecte plutôt bien le conte en plus. Tout est cohérent avec l'histoire. La tache de sang au milieu, je trouve qu'elle est un petit peu mal incrustée. Après, là, il y a les dents aussi, les enfants qui perdent leurs dents, les personnes qui se prennent pour des gens qui volent. Ouais, je sais pas, je la mettrais en... Pas mal. Elle est pas mal. Puis le code couleur est assez joli aussi. Assez proche de Ali Baba, parce qu'on est dans les verts aussi. Donc c'est une cohérence visuelle qui est assez jolie. Alors, La Belle au bois dormant.
Alors, mis à part le fait que tout est très cohérent visuellement et que tout a un sens par rapport à l'histoire qu'on nous montre, ben je la trouve pas si jolie que ça. J'aime le violet, j'adore le violet, c'est une de mes couleurs préférées. Mais je sais pas, je trouve qu'elle manque un peu de peps par rapport aux autres. Il y a des choses qui sont un peu plus marquantes dans les autres couvertures et plus travaillées. Du coup, je la mettrai en mai. Voilà. Avec ouais voilà, c'est ce côté un peu unidimensionnel qui me gêne dans ces deux-là. Mais après ça c'est purement perso, hein, franchement, parce que visuellement ils sont tous cohérents visuellement, même s'ils ont des couleurs très différentes, vous voyez. Je les trouve, bah ouais, l'ensemble est très très joli quoi. Parce qu'on dirait des tableaux un peu, des photos. Je sais pas, il y a du montage photo, j'ai l'impression là-dedans, et c'est très bien fait, hein. Il y a pas de problème, mais c'est juste mon appréciation perso quoi. Là c'est voilà, celles qui se détachent en mai. C'est parce qu'elles ont vraiment des couleurs un peu plates par rapport au reste. Après, le rouge est très contrasté ici, et le blanc et le violet sont très contrastés aussi. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas de boulot, hein. Je dénigre pas le boulot qui est fait. Ensuite, La Belle et la Bête. Clairement, elle est très très belle, hein. Et elle rappelle le Disney en plus avec la rose qu'il y a au milieu. Et la photo est assez glauque avec la personne qui a du sang sur la bouche et tout. Et c'est cohérent avec l'histoire. Du coup, je la mets en très bien, la couverture de La Belle et la Bête. Voilà. Ensuite, nous avons Boucle d'Or, c'est le dernier. Et ben Boucle d'Or, je la trouve vraiment belle, hein, franchement. Parce que là, après, on a une dimension, elle est un peu unidimensionnelle, vous voyez. On a une couleur très solide sur l'ensemble. Mais je sais pas. Je trouve que déjà, il y a un indice qui est caché dessus sur la petite fille qu'on va suivre. Et ensuite, la poupée avec le scotch sur la bouche, ça me marque beaucoup. Et ça me rappelle pas mal de choses vraiment compliquées. Enfin voilà, ça me touche. Je veux dire que par pur attachement émotionnel, je la mets en banger. Voilà. Pour les couvertures, nous avons tout ça. Alors, attendez, je vais essayer de faire un plan d'ensemble. Parce que je trouve que quand même, visuellement, c'est beau. C'est très cohérent visuellement. Il y a une belle unité, en fait. Parce qu'ils ont tous un cadre, vous voyez. Il y a toujours un cadre qui fait un peu ancien et qui donne l'impression qu'on lit un livre ancien alors que pas du tout. Et c'est toujours le même d'ailleurs. Voilà. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est très... Alors, il y a des couleurs très très variées, mais une unité visuelle assez folle, quoi. Donc voilà, la seule que j'aime vraiment pas, c'est celle de Pinocchio. Et le reste, c'est pas... Alors ça, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est un petit peu moins travaillé. Et ça, c'est très joli. Voilà. On juge uniquement la couverture, hein, je rappelle. Celles-ci, elles sont très bien. Et celles-ci, elles sont banger. Parce que oui, moi, personnellement, je les trouve belles. Voilà. Et la plus belle, c'est celle de Bambi. En ce qui me concerne. J'avais demandé à Draghi de me donner son avis sur celle du Lac des Cygnes. Il trouvait que vraiment, celle du Lac des Cygnes, c'était la plus belle. Voilà, voilà. Eh bien, je crois qu'on a fini. Je reviens en facecam dans 2 secondes. Et on va conclure. Voilà, excusez-moi, le cadre a un petit peu bougé parce que je me suis levée. Écoutez, c'est fini. Cette vidéo est terminée. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, c'était rigolo. Et j'avais trop hâte en fait de tous vous les montrer. Parce que j'ai vraiment mis un petit moment en fait à me décider à tourner cette vidéo. Mais le résultat, je pense, me plaît plutôt. Donc, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai aussi hâte d'avoir votre propre avis sur les livres dont je viens de parler, si vous les avez lus. Et hâte aussi de savoir lesquels je vous ai peut-être donné envie de lire. Je sais pas. Parce que j'ai beau ne pas en avoir aimé, vraiment pas aimé 2, ça veut pas dire que ça peut pas vous plaire en fait. Peter Pan et le Lac des Cygnes, je vous invite à vous y intéresser. Si jamais le concept en lui-même vous plaît, je pense que vous pourriez y trouver votre bonheur. Et ce que j'ai dit ne regarde que moi, évidemment. Mes exigences, mon expérience de lecture, mes critères d'appréciation d'un livre, ça change d'une personne à l'autre. Et si vous avez aimé ce que j'ai pas aimé, ben c'est pas grave parce que c'est très bien pour vous. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouverai certainement pour une autre schlaglist. Vous risquez de pas être si surpris que ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye!